Salut tout le monde et bienvenue dans le Trail qu'on aime, le podcast des passionnés de trail. Très heureux de vous retrouver avec toute l'équipe pour un nouvel épisode. Le Trail qu'on aime, qu'est-ce que c'est ? C'est une troupe de passionnés qui se réunit une fois toutes les 2 semaines pour parler trail. Résultats et actu shot, débats, léger chambrage, tout ça dans la bonne humeur et pour la passion de ce sport qu'on aime tant. Allez, sans plus attendre, laissez-moi vous présenter l'équipe de passionnés qui va m'accompagner aujourd'hui, à commencer par celle qui vient de valider son ticket pour les championnats de France de trail avec brio. Margot Lemap, comment ça va ? Hello, écoute, ça va tout bien. Effectivement, on commence à troquer les skis pour la course à pied petit à petit. Ça se passe bien, le boulot ça reprend à fond, donc ça demande un peu d'organisation, mais c'est trop cool d'être de nouveau à bloc sur tous les fronts. Tu seras accompagné par celui qui vient tout juste de nous sortir une nouvelle vidéo YouTube, une productivité digne d'un cadre supérieur dans une grande entreprise. Mathieu Delpech, comment ça va ? Et oui, la nouvelle vidéo est en ligne. Je vous emmène sur une journée d'entraînement hivernal où on compte toutes les calories que j'ai ingérées et toutes celles dépensées. Donc ça a été beaucoup de travail pour faire cette vidéo qui j'espère va être sympa à regarder puis à la fois informative. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis sinon, je viens de valider mon ticket pour le championnat de France. C'est les plus extrêmes de l'histoire. En faisant la course la moins extrême du calendrier des manches qualificatives, tout va bien. Celui qui aime autant la borne qu'il aime débattre et échanger. On vous laisse donc imaginer combien de temps dureraient les épisodes si on lui laissait 100% de liberté. Nicolas Martin, comment ça va ? Salut à tous, ça va bien, mon déménagement est fini, donc on commence à se poser dans notre nouvelle maison, il y a quelques travaux, mais on va prendre le temps. Mais bon, j'ai réussi à faire une belle semaine dernière d'entraînement avec 140 bornes et 7000 de dénive. Donc du sport à plaisir pour découvrir mon nouveau terrain de jeu, et je pense que le terme terrain de jeu est bien adapté parce que j'ai beaucoup joué, puis quelques séances quand même malgré tout pour rester un petit peu en forme. Et puis si jamais je dois être confronté à mon ami Alex Viol, que je puisse lui mettre une punition en 2025. Enfin, celui qui masse, renforce et guérit les blessures plus vite que son ombre, le kiné de l'équipe, Théo Robin, comment ça va ? Ça va bien, période un petit peu plus calme. Le déménagement est terminé, la prépa semi est terminée, donc là on est sur une semaine plus light, ça fait du bien. N'oublions pas votre animateur préféré, le manager, athlète, journaliste et tacleur insatiable, Alexandre Viol, comment vas-tu ? Tout va très bien. Je me prépare à faire un petit aller-retour dans le Cantal pour aller participer à un petit trail que j'adore qui s'appelle le Raid des Gabariers, qui est tout juste à 10 minutes de la maison dans les gorges de la Dordogne. Bien hâte de retrouver tous les copains ce week-end. Et d'ailleurs, pour celles et ceux que ça intéresse, il reste quelques dossards sur le 15 km, le 26 km et le 41 km. Fini les présentations. Au sommaire de cet épisode, on débutera par les dernières grosses actus qui ont interpellé l'équipe avec les gros résultats de ces derniers jours ainsi que les récentes annonces mercato. On sait que vous adorez ça. On s'attardera notamment sur les demi-finales des championnats de France de cross qui ont eu lieu ce week-end avec la réception d'un invité exceptionnel. Soyez prêts. On aura aussi la chance de recevoir une auditrice qui a participé aux demi-finales ce week-end aussi du côté d'Yzeure en Auvergne-Rhône-Alpes et avec qui on échangera sur l'intérêt d'une prépa cross pour le trail. Et à cette occasion, le coach Nicolas Martin vous donnera tous ses précieux conseils pour réussir cela au mieux. On enchaînera ensuite avec le retour de la rubrique kiné avec Théo qui nous parlera aujourd'hui de pliométrie. Puis on terminera comme à l'accoutumée par nos petites recos de la quinzaine. Un programme bien dense comme d'habitude, fait avec amour et passion. Le trail qu'on aime saison 2, épisode 3. C'est parti. Le trail qu'on aime, épisode 14. Allez, pour démarrer l'épisode, on voulait juste vous apporter quelques petites corrections ou précisions en lien avec notre dernier épisode. On vous avait annoncé que Baptiste Chassagne serait peut-être à Chianti. Malheureusement, il ne sera pas présent. Il préfère passer son hiver sur les skis. Par contre, on pourrait bien le voir sur les pentes du Ventoux en avril aux côtés de Mathieu. Autre point mercato qu'on avait oublié, c'est le Aubin Ferrari, le frère de Hugo qui rejoint Altra. Aubin qui était déjà chez Altra mais qui avait décidé de quitter la marque car il n'était pas satisfait du contrat qu'il avait avec eux. Il a fait 1 an sans sponsor où il a été très bon et a montré qu'il méritait amplement de faire partie d'un team avec notamment une 8e place au Lavaredo et une 13e place à l'UTMB. Devinez quoi, à la fin de l'année, Altra le recontacte pour signer cette fois-ci un beau contrat. Un beau retour des choses pour Aubin qui mérite sa place avec son frère chez Altra. Mathieu, aussi une petite précision sur Kraft. Et oui, petit mea culpa, j'avais réagi au fait que le recrutement de Kraft sur ce début de saison était uniquement masculin, mais cela venait en fait rééquilibrer un effectif qui était majoritairement féminin jusque-là, j'avais pas très bien travaillé. Donc pour rappel, quelques filles de niveau international qui courent en Kraft, on a Ida Nilsson, Mimi Kotka ou encore MK Sullivan qui s'est notamment illustré ce week-end. On vous en dit plus dans la section résultats.
Voilà, et puis du coup, on peut enchaîner avec les dernières actus mercato qui ont fait leur apparition sur les réseaux dernièrement, notamment avec les recrues chez Brooks, 2 renforts de poids au sein du team avec vous, Mathieu et Nico. L'arrivée d'Anthony Felbert après 6 ans au sein du team Sidas Matrix et de nombreux top 10 en Golden Trail World Series, ainsi que l'arrivée de Guillaume Tiffen, un athlète très polyvalent, très à l'aise sur les trails où ça court vite, et vainqueur notamment de l'immense Pastourelle en 2024. Nico, une petite réaction à ces 2 arrivées? Ouais, bah, Anto Felber, c'est un athlète qui commence à être expérimenté, qui a déjà fait de très belles choses et on espère qu'il retrouvera chez nous son meilleur niveau, puisqu'il a une saison, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, 2024, qui a été bien contrariée par une blessure. Donc, on lui souhaite de retrouver son meilleur niveau et on rappelle notamment un excellent 2h37 ou 2h38 à Sierzinal en 2022. Et puis Guillaume, c'est un athlète qui a fini sa formation de médecin et puis qui va essayer de se projeter un petit peu plus dans un double projet autour du trail en parallèle de sa profession de médecin. Et la marque lui a accordé une certaine confiance en lui offrant un contrat de 3 ans pour qu'il puisse grandir, on l'espère, petit à petit et aller sur les top 10, les top 5, voire les podiums des plus grandes courses dans les années à venir. Ouais, et un athlète qui habite dans les Pyrénées, c'est à souligner, tant on sait que l'immense majorité des athlètes dans les grosses teams sont représentés en France, notamment par des gens des athlètes qui habitent dans les Alpes. C'est intéressant de souligner que le Guillaume habite, lui, dans les Pyrénées. Autre très gros coup mercato, c'est l'arrivée de Benjamin Roubiol chez ASICS, Mathieu. En effet, on a vu l'annonce de notre champion du monde, Heinz, vice-champion d'Europe, Annecy. Enfin, après avoir une annonce assez précoce d'avoir quitté le Team Sidas Matrix dès la fin des Templiers, on sait où il va et donc il va rejoindre Tom Evans, qui a été aussi un gros coup de ASICS. Donc des effectifs qui se renforcent avec des athlètes de très très haut niveau. Nico, toi, t'en penses quoi de ce recrutement? Moi, je pense que c'est plutôt, ça me semble, parce que je le connais un petit peu, Benjamin, de un peu l'expérience qu'on a pu voir chez Sidas Matrix, qui avait voulu beaucoup structurer. Je pense que ça convenait pas forcément à Benjamin. Et donc, je pense qu'il aura peut-être un peu plus de liberté, que ça lui conviendra mieux chez ASICS. Mais voilà, ça reste une pépite, hein. Il a été champion du monde très jeune. Donc, normalement, ça devrait être un des athlètes français qui claquent des gros résultats dans les années à venir. On vous avait parlé du recrutement de Kathleen Fielder chez Terex et c'est désormais l'américain Cody Lynn, Mathieu, qui rejoint l'équipe allemande. Ouais, pour moi c'était une petite surprise parce que ça fait très très longtemps qu'il était chez Scott et puis là il était un peu en ralentissement au niveau de la performance. Depuis 2021 il n'avait pas coté à plus de 850, mais il a quand même sorti une très très grosse performance l'an dernier en faisant une 7e place à l'UTMB, donc il est récompensé d'un nouveau contrat chez Terex, donc j'espère qu'il se plaira dans ce team. Et puis une nouvelle recrue aussi chez la team Normal. Normal qui continue de promouvoir l'inclusivité dans le trail avec un recrutement féminin au Kenya. Donc en plus de ça, ils ont mis les moyens pour faire une très très belle annonce pour annoncer l'arrivée de Joyce Njiru, ni plus ni moins que la vainqueur du circuit le plus relevé au monde sur trail court, les Golden Trail Series. Donc c'est beau et puis on espère qu'elle va avoir autant de réussite les années suivantes du côté de son coéquipier aussi africain qui court pour le Maroc, Elouzine et Lazaoui. Moi, petite réaction là-dessus, moi j'aime beaucoup le recrutement de N-Normal parce que c'est à la méritocratie, quoi. Ils recrutent les meilleurs, quoi. Peu importe leur nationalité, d'où ils viennent, est-ce qu'ils sont suivis sur les réseaux, on prend les meilleurs et voilà. Et moi j'aime beaucoup parce que on a tendance parfois dans le trail à avoir l'impression que bien sûr la performance compte, mais il n'y a pas que ce qui compte. Et moi j'aime quand même ce côté un peu méritocratie. Donc bravo à N-Normal pour son recrutement. Et puis on vous tease un petit peu, mais il se pourrait bien qu'une athlète française annonce bientôt son arrivée chez N-Normal. On va suivre ça avec attention. Après Francesco Pupi, c'est Baptiste Chassan qui annonce son départ de NAC après seulement 1 an de collaboration. Et d'ailleurs, Francesco, il s'est livré sur sa collaboration avec Nike dans la dernière newsletter de Mile & Stone, où il disait, je cite, « Le team Nike est différent d'autres marques dans le sens où nous étions juste des athlètes indépendants portant le même maillot. Par exemple, nous n'avons jamais fait de camp d'entraînement ensemble, j'allais toujours tout seul aux courses, sauf à l'UTMB et une fois à Zegama, et nous n'avions pas de team manager pour nous aider sur les courses et la logistique, alors que de nombreux athlètes le suggéraient. »
Alors on ne sait pas si c'est les raisons qui ont expliqué aussi le départ de Baptiste, qui est d'ailleurs resté assez évasif dans son post sur les raisons concrètes de son départ. Mais en tout cas, Baptiste a annoncé qu'il rejoignait un nouveau projet et qu'il rejoignait la marque suisse On. Avant de parler de son nouveau partenaire, comment vous avez pris le fait que Baptiste annonce qu'il quittait Nike? Est-ce que ça vous a surpris, étonné? Ouais, forcément, moi je suis un petit peu étonné par rapport à la com qui avait été faite l'année dernière où voilà, c'était un projet à long terme qui s'installait et finalement au bout d'un an ça s'arrête, donc ça fait un peu bizarre. Après, on n'est pas dans les petits papiers, dans les contrats, donc qu'est-ce que c'était exactement. Donc voilà, moi je pense qu'on vit aussi une époque où voilà, Baptiste vient de faire deuxième à l'UTMB, il y a sûrement eu des opportunités très financière, hein, faut pas se le cacher. Et je pense que c'est aussi l'une des raisons pour laquelle Baptiste va chez On, qui est une des marques qui investit énormément aujourd'hui dans le trail et en tout cas avec un team sûrement plus structuré que ce qu'il y a chez Nike. Une réaction, Matt? Bah, j'avoue que j'avais pas vu venir ce changement de cap. J'avais l'impression que Nike était parti pour vraiment investir dans le trail et puis faire les choses bien, mais il semblerait que au final le projet soit pas forcément à la hauteur des attentes des meilleurs athlètes. On a vu avec ces deux départs. Mais ouais, je pensais que justement ils étaient contents de l'année qu'ils avaient fait avec Baptiste et que ils allaient prendre le projet encore plus au sérieux et continuer d'investir, mais apparemment c'est pas le cas. Ouais, moi je trouve que c'est alors le fait qu'il quitte Nike, je sais pas perso si j'ai un avis là-dessus ou pas, mais qu'il rejoigne On, je trouve que ça fait sens par rapport à en tout cas les valeurs qu'il communique et puis avec son entourage, notamment son entraîneur Simon Gosselin, pardon, qui est aussi un athlète pour On. Je pense qu'ils vont réussir à se créer un bel écosystème tous entre eux, et Baptiste, c'est quelqu'un qui valorise énormément ses relations sociales, familiales et tout. Donc, je pense qu'il arrivera dans ces conditions-là, ouais, à créer tout un environnement dans lequel il semblerait qu'il arriverait à continuer à performer, quoi. Ouais, je vous rejoins un petit peu tous là-dessus et au-delà de sûrement l'opportunité financière qu'il a pu avoir avec On, je trouve ça assez dommage que Nike fasse un peu machine arrière dans un premier temps en investissant sur certains athlètes et puis là, comme on le voit avec Francesco et avec Baptiste, de pas tout faire pour les conserver. Donc je trouve ça assez dommage. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Eh ben, on a vu chez Simalp, la marque des Alpes, que Clément Desilles et Théo Le Boudec rejoignaient la marque, une marque que peut-être tout le monde ne connaît pas encore, qui est un petit peu sur le même secteur qu'une marque comme Millet. C'est une marque de haute montagne qui fait des vêtements très performants et très techniques. Et il commence à avoir pas mal d'athlètes ambassadeurs en trail et aussi en alpi et en ski. Donc voilà, très intéressant pour Théo Le Boudec qui rebondit après avoir été chez Compressport. Donc c'est très chouette pour lui et chez Altra aussi. Voilà. Et puis pour terminer ce petit point mercato, moi je voulais vous parler de Yves Elouri. Je pense que vous le connaissez. C'est un trailer de 25 ans, anciennement membre du team Odlo XLP, et qui a décidé justement de partir de ce team-là pour aller vers un projet indépendant, soutenu uniquement par des partenaires locaux, que des boîtes qui sont à 20 minutes de chez lui, du côté de Saint-Brieuc en Bretagne, et notamment le groupe immobilier Bleu Mercure, qui avait soutenu d'ailleurs Théo Le Boudec quelques années. Et je trouvais ça intéressant de mettre son profil en avant, un peu comme tu le disais Théo, avec Baptiste qui a réussi à se créer son propre écosystème. Et ben Yves, c'est un peu la même chose. Et puis il montre que il n'y a pas que la voie des teams ou sponsoring de grosses marques qui peuvent permettre de vivre de sa passion ou du moins de trouver un équilibre dans sa pratique sportive. Et il m'a expliqué d'ailleurs que son choix était avant tout un choix du cœur, parce qu'il aurait pu très bien continuer avec son ancienne structure. Là-dessus, sans forcément rentrer trop dans le débat, car je suis sûr qu'on en reparlera dans de prochains épisodes, est-ce que vous pensez que c'est un fonctionnement qui peut être l'avenir du trail pour certains athlètes, quand on voit à quel point le marché des athlètes tend à saturer, et aussi, comme on a dit, que les grosses marques comme Nike, du jour au lendemain, elles peuvent partir tout simplement. Nico, une petite réaction là-dessus? Moi, je pense aussi qu'il faut. Le trail a été un sport très, on va dire, privilégié sur le nombre, pour moi, de contrats qu'il y avait par rapport au niveau réel des athlètes. Aujourd'hui, ça se densifie et globalement, il y a, si on prend en cyclisme, il y a des gars qui courent dans des DN1, par exemple, qui ont alors des fois des tout petits contrats, mais qui ont un énorme niveau.
et qui sont pas dans des équipes professionnelles parce qu'il y a juste trop de gens devant eux. Et je pense que dans le trail, il se passe un peu la même chose. Et c'est clair pour un athlète qui est peut-être pas top niveau national, voire un petit niveau international, capable de faire des gros résultats à l'international, ben la voie des teams est peut-être se ferme parce qu'il y a beaucoup de gros contrats qui arrivent et donc les athlètes trouvent d'autres solutions pour pouvoir continuer à pratiquer de manière, on va dire, plus confortable. En tout cas, on lui souhaite pleine réussite dans ce projet. Et puis la dernière actu transfert, on a vu enfin une annonce très claire de l'évolution du team Sidas Matrix qui se recentre sur la formation des jeunes sous le nom de Colibri Trail Academy. Alex, est-ce que tu peux nous présenter le projet du coup ? Ouais, effectivement, comme tu l'as dit, on a annoncé officiellement la semaine dernière que je reprenais le team Sidas Matrix qui a donc aujourd'hui officiellement changé de nom et s'appelle désormais la Colibri Trail Academy. Pourquoi ce changement de nom ? Car comme on l'a expliqué dans Quentin Insta qui reprend un petit peu l'histoire du team, le projet il change de dimension et il va désormais se concentrer à 100% sur la formation des jeunes. Un retour aux sources en quelque sorte, puisqu'il y a 6 ans, lorsque le team est né sous la houlette de Thomas Janichon et Simon Gosselin, c'était clairement le but premier, la formation des jeunes, avec toutes les réussites que l'on a connues derrière, avec Baptiste Chassan, Lucie Germain, Simon Pacard, Anthony Felbert, etc. Donc voilà, très content d'inscrire le projet dans la continuité du travail entamé depuis 2 ans avec l'Académie Sidas Matrix, qui est un job et qui me passionne énormément et dans lequel je sens qu'on a vraiment une valeur ajoutée à apporter. Dans un milieu qui tend à se professionnaliser, c'est aussi important d'avoir des structures, je pense, qui puissent accompagner les jeunes là-dedans. J'ai juste une petite question pour rebondir là-dessus. Est-ce que vous êtes associé déjà avec d'autres marques, par exemple, pour que les athlètes aillent s'épanouir ailleurs quand ils grandissent? Parce que je pense que sinon, ça va être un petit peu le même souci. C'est que, en fait, un athlète, c'est un espoir. Et puis, d'un coup, c'est plus un espoir. C'est-à-dire que le jour où il claque une perf de haut niveau, il quitte cette catégorie-là. Est-ce qu'il y a, par exemple, une limite d'âge chez vous à partir duquel les athlètes partiront forcément, peu importe leur niveau, ou c'est plus une question de niveau sportif et de résultats qui les conduiront à quitter la Colibri Trail Academy? Non, pas de limite d'âge. Alors là, on a une limite d'âge par le bas où on prend les athlètes qu'à partir de 18 ans. Et maintenant, en fait, l'idée, c'est de les accompagner dans leur progression et un athlète qui a 23, 24 ans, qui manquerait encore un peu de maturité pour franchir le pas et voler un petit peu de ses propres ailes. L'idée, c'est pas de dire, écoute, t'as 23 ans, c'est trop tard, tu pars de la structure. Non, l'idée, si on peut le garder encore 1 ou 2 ans, de l'amener jusqu'à maturité et ensuite, dès que lui a envie et dès qu'on sent que nous, il est capable de pouvoir un petit peu voler de ses propres ailes, l'idée ce sera de l'accompagner aussi dans la transition et puis d'aller chercher avec lui les projets qui pourront le mieux lui convenir. Et non, du coup, juste pour la question, on n'a pas officiellement passé de partenariat avec des structures ou des marques. Après, c'est un petit milieu, tout le monde se connaît, donc dans tous les cas, si les opportunités pourront se créer assez facilement, j'espère. On a fini avec la rubrique Mercato, les amis ? Tout à fait. C'est tout bon. Oui. Super. Alors, on va pouvoir passer aux résultats. Et on va commencer par le trail que personne n'a envie de faire, mais qui chaque année se retrouve avec un plateau d'élite très dense. La raison, c'est un trail qui qualifie pour les championnats de France de trail. Et c'est exactement ce qu'ont fait Mathieu et Margot il y a 10 jours. Margot, on va commencer par toi puisque tu as fait un bien meilleur résultat que Mathieu en terminant 5e féminine. Raconte-nous un petit peu comment tu as vécu ça. Alors, meilleure place dans le classement peut-être, mais meilleur résultat, je m'avancerai pas là-dessus. En tout cas, c'était hyper chouette. Moi, je mets pas énormément de dossards dans l'année parce que forcément avec le travail, tu shootes les courses trop chouettes, donc tu peux pas les courir. Donc moi, dès que je mets un dossard, c'est toujours hyper cool. Donc ouais, c'est pas la course la plus sexy du calendrier, mais ça court, du coup ça passe assez vite et puis tu croises vraiment beaucoup de monde. Par contre, mes mollets, mes ischios, c'était compliqué les jours d'après parce que je cours pas beaucoup en ce moment. Mais voilà, c'était hyper chouette et puis même s'il fait gris, qu'il y a de la boue, moi c'est la 2e fois que je viens là et franchement, c'était vraiment cool. Mathieu, toi, tu as dû quitter momentanément tes montagnes autrichiennes pour revenir sur ce trail givré que tu as fait plusieurs fois, il me semble. Et oui, j'y suis allé 3 ou 4 fois maintenant. Il y a
Il y a une variable, c'est un petit peu l'état du terrain qui change de boueux à très boueux parfois, mais il y a quand même une constante, c'est la grisaille lyonnaise qui s'invite chaque année à la fête. Donc c'est le trail qu'on aime détester, mais qui est quand même bien pratique pour aller prendre sa qualif aux France en début de saison et d'être débarrassé de ça. Donc voilà, je fais 8e en ayant temporisé le début de course pour être autour de la 35e place après 5 km. Et puis ensuite, j'ai fait une remontée progressive pour aller faire une belle séance quand même en fin de course. Et puis la petite anecdote quand même sur cette course, c'est le décalage de 70 points entre la cotation UTMB et la cotation ITRA. Donc relativement incompréhensible, on va pas s'éterniser là-dessus, mais si vous voulez essayer de comprendre, bon je dis bien essayer parce que même nous on a du mal à comprendre parfois les chiffres qui sortent, je vous renvoie vers l'épisode 9 du podcast où c'était notre sujet central. Et puis, est-ce que tu peux nous faire un petit bilan des podiums hommes et femmes sur la course, Mathieu? En effet, parlons peu, parlons en perf. Donc Anne-Sophie Vité, désormais renommée Anne-Sophie Chaume, donc je suppose qu'elle a dû se marier, qui a plus l'habitude habituellement de la route et de la piste, elle s'impose devant Anna Mazel et Marie Goncalves. Et chez les hommes, c'est Loïc Roland qui s'impose devant Julien Navarro. Et puis un petit jeune de 23 ans sur lequel il faudra probablement garder un œil cette saison, Mathieu Corgier complète le podium. En parlant des France, on vous en parlait dans le dernier épisode car on attendait ça avec impatience. C'est l'officialisation des critères de sélection pour les prochains championnats du monde de trail et de course en montagne qu'a sorti la fédération récemment. Nico, juste avant qu'on décrypte cela, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement comment ça fonctionne concrètement pour se qualifier et puis par exemple combien il y aura de place pour chaque épreuve, etc. Alors globalement, des modalités qui ressemblent à ce qu'on a l'habitude de voir les années précédentes. Donc je commence par la course en montagne. Donc la course en montagne, il y a 2 disciplines au championnat du monde, le up and down, montée-descente pour ceux qui parlent encore moins bien anglais que moi, et la verticale. 4 places par discipline et par sexe. Donc du coup, sur la montée-descente, les 3 premiers hommes et 3 premières femmes lors des championnats de France qui auront lieu à Val d'Isère le 6 juillet, plus une place en complément sur le résultat du France ou sur le potentiel de l'athlète. Donc potentiellement le 4e des France ou un athlète qui aurait eu un souci, par exemple, pendant la course et qu'on juge ayant un grand potentiel. Sur la verticale, les mêmes critères, sauf que la course de sélection, elle aura lieu du côté du Vauban Mountain Trail à Briançon, je suppose, le 19 juillet. Et normalement, alors sous réserve, mais il y a un cumul possible normalement pour les athlètes si la règle est identique aux années précédentes. Donc, un même athlète peut faire la course en montée-descente et la verticale. Là, au niveau du trail court, là, on aura 6 places par sexe. Donc, il y aura le champion de France et la championne de France sur le championnat de France de Val d'Isère qui aura lieu le 13 juillet, plus un critère pour les champions d'Europe et championne d'Europe, donc Thomas Cardin et Clémentine Geoffrey, qui, s'ils le souhaitent, et c'est valable uniquement pour le trail court, sont déjà qualifiés. Donc, c'est les 2 seuls noms de personnes qu'on connaît comme étant déjà potentiellement sélectionnables. Et puis, il y aura donc un complément de 4 places qui sera sur le résultat des championnats de France du 13 juillet ou sur le potentiel de l'athlète, avec un minimum de cote ITRA qui est requis, qui est une demande de la fédération, pour ceux qui suivent l'athlète. Au niveau de la Fédé, il ne suffit pas, par exemple, de faire top 3 du championnat de France. Il faut aussi avoir fait un certain niveau de performance, ce qu'on appelle des minima. Et dans le trail, je fais ça de tête, mais je crois que c'est 850 pour les hommes et puis ça doit être 700 et quelques pour les filles. Donc, si jamais les coureurs n'ont pas, alors je crois que c'est en cotation moyenne ce niveau-là, ils peuvent pas être sélectionnables. Bon, concrètement, dans les faits, vu le niveau requis, ça n'arrive jamais. Après le trail long, pareil, la même chose, 6 places par sexe. Là, on aura un seul coureur un seul athlète ou athlète au féminin qualifié directement. Ce sera le champion ou la championne de France sur le France qui aura lieu la veille du France de trail court le 12 juillet. Et donc, un complément en potentiel de 5 places sur les résultats du championnat de France et ou sur le potentiel de l'athlète. Donc, en conclusion, en trail notamment, peu de qualifications directes. Et notamment, je prends un petit exemple moi, que je trouve discutable, c'est que celui qui terminera 2e du championnat de France ne sera pas assuré d'être qualifié, en tout cas durant la course, quoi. Il ne pourra pas se dire, ah tiens, je gère ma 2e place, je suis sûr d'être qualifié. Et c'est vrai que moi, j'aurais bien vu, par exemple, les podiums qualifiés, parce qu'après, il reste encore quelques places pour compléter sur le potentiel. Et puis après, au niveau philosophique, je trouve que le maillot bleu, surtout en France où il y a une grosse densité, il se mérite et que c'est dur d'y prétendre si on ne passe pas par la qualification. Ouais, totalement d'accord avec toi, Nico. Pour moi, le système là qui a été mis en place au niveau des critères, ça permet clairement pas de valoriser sur le papier un podium aux France et de rendre légitime justement cette course de qualif où tout a été fait quand même, on le rappelle,
pour que le France soit organisé à Val d'Isère, pour que ça colle au maximum au parcours des mondiaux, notamment sur le long. Et voilà, si derrière tu prends un mec, pour Mathieu Blanchard, pour ne pas le citer, qui pourrait gagner par exemple la Hard Rock quasiment au même moment, et que tu prends pas le deuxième ou le troisième des France, là pour le coup ça me poserait question. Maintenant on sait que généralement la Fédé aime bien se laisser le choix de prendre des athlètes sur les potentiels. Maintenant, chaque année, le niveau des France, en plus quand c'est courses de sélection, est très élevé. Et généralement, comme on l'a vu sur les championnats de France l'an dernier, qui étaient sélectifs pour les Europes, où les 4 ou 5 premiers Français, notamment les garçons, avaient été sélectionnés. Donc on espère que ça sera encore le cas sur les championnats de France cette année. Ouais, bah, très souvent, c'est lié aussi aux écarts. Je pense que ce critère-là, il est laissé pour si jamais il y a un énorme écart entre des athlètes, que le critère soit pas automatiquement qualifiable et que dans ce cas-là, on puisse juger qu'un athlète est plus performant. Mais dans les faits, c'est vrai que en principe, je vois pas comment le podium serait pas pris. C'est sûr. Allez, on enchaîne. Petit détour en Auvergne avec la Romagnatoise, un trail que tu avais gagné, Mathieu, en 2023 sur le format de 30 km, où on a pu assister au retour à la compétition du coach Patrick Bringer sur le 37 km. Comme quoi, Nico, le coach Patrick Bringer est toujours présent et a soif de compétition. Bah ouais, il a quitté son poste de prof en fin d'année dernière et donc maintenant il est full coach à 100% et donc du coup il a un petit peu plus de temps libre, donc il s'entraîne, il se maintient en forme et on souhaite tous avoir la même forme que lui au même âge. C'est clair. On peut noter notamment sur ce trail la victoire de Rémi Brassac et de Audrey Passot sur le 51 km, de Pierre-Henri Le Cuisinier et Laure Paradans sur le 38 km, et enfin de Mathias Barros-Vallée et de Solène Bale sur le 27 km. Allez, on passe un petit coup à l'ouest avec le trail du Glazig. Mathieu, des perfs chez les Bretons? Et oui, n'oublions pas le trail du Glazig, qui est un des gros événements trail dans l'Hexagone au final. En termes de participants, quand même plus de 5000 dossards distribués sur le week-end en Bretagne. Et donc, sur le 25 km, les deux vainqueurs ils s'imposent sans discussion. Donc, Julie Schubert a 7 minutes d'avance sur ses poursuivantes. Et Yves Eloury, que tu nous as présenté tout à l'heure, Alex, a fait de même chez les garçons avec un bel écart. Sur le format marathon, c'est Alan Lepalab et Fanny Malagre qui s'imposent. Et enfin, sur le long, qui faisait 54 km, c'est Margot Guillaume et Tony Biel qui ajoutent leur nom au palmarès de cette classique bretonne. On part maintenant encore plus à l'ouest, puisqu'on s'envole outre-Atlantique. Je crois qu'il y a eu là-bas aussi un gros événement, Alex. Tout à fait, puisque avait lieu en Arizona le Black Canyon Ultra, un événement très populaire aux États-Unis, qui fait partie d'ailleurs du circuit World Trail Major, avec chaque année la possibilité d'y décrocher 6 golden tickets pour participer à la Western sur le format phare de 100 km et 1250 mètres de dénivelé positif. Donc vous le voyez, un format bien à l'américaine, bien roulant. Donc 3 golden tickets pour le podium femmes et 3 golden tickets pour le podium homme, ce qui nous réserve à chaque fois de très belles densités. Et Nico, je crois que tu as analysé un petit peu le podium masculin. Ouais, bah, quelques surprises, en tout cas de mon point de vue, avec un podium où le premier est relativement connu, notamment parce qu'il avait gagné la Maxi Race il y a quelques années, c'est Seth Rolling. Mais le podium est complété par deux coureurs que personnellement je ne connaissais pas, voire peu. C'est Will Murray et Joe McConaughey qui vient de rejoindre le Brooks et qui surtout, ce qui m'a marqué, c'est qu'ils ont quand même pris ce golden ticket en devançant le tenant du titre de l'OCC, Eli Hemming, qui n'aura donc pas de golden ticket pour cette course puisqu'il prend seulement la 4e place. Ouais, et puis chez les femmes, à noter la victoire de l'américaine Riley Brady dans un temps canon de 8h16, 15e au scratch, inconnue en Europe. Elle avait fait quand même elle était venue participer à la CCC l'an dernier, mais elle a malheureusement dû abandonner. Sinon, j'ai regardé, elle a que des courses référencées aux États-Unis, donc c'est pour ça qu'on la connaît pas beaucoup. Elle a notamment gagné le 100 miles de la Javelina John Dredd l'an passé, ce qui lui avait permis de choper un golden ticket, et donc ce qui décale un peu tout et permet à la 4e de la course, la chinoise Lin Chen, d'avoir son golden ticket en terminant 4e. Et à noter du coup la 2e place de Tara Dower et MK Sullivan, toutes les deux américaines, et qui ont accepté leur golden ticket et qui donc participeront à la Western fin juin. Allez, on va se faire une petite aparté ski alpi avec la belle étoile, notamment. Margot, toi qui baignes pas mal dans l'univers en ce moment, est-ce que tu peux nous en faire un petit retour? Ouais, alors cette édition de la Belle Étoile, elle était assez attendue. Elle s'est inscrite dans un contexte
assez houleux avec les polémiques qu'il y a en ce moment sur les Coupes du Monde et notamment autour des parcours des individuels. Donc, c'est les formats entre guillemets longs et en montagne, quoi, sur les Coupes du Monde. Qui sont de plus en plus sur piste, de moins en moins sauvages pour fitter avec des besoins de télévision et puis le format olympique, quoi. L'individuel ne sera pas aux Jeux Olympiques par contre. Donc ouais, la Belle Étoile, elle était assez attendue et puis c'est une course, c'est un classique du calendrier, donc beaucoup attendaient cette course aussi pour crier haut et fort leur amour pour l'origine de ce sport. Donc ouais, dans cette édition-là était hyper chouette à suivre, notamment avec des athlètes comme Matteo Jacquemot et Samuel Eki qui gagnent. On a aussi William Bombardion et Xavier Gachet qui font 2. Donc là, c'est 4 énormes athlètes et grands noms de la discipline. William qui d'ailleurs a été très expressif sur son aversion pour les formats Coupe du Monde en ce moment, notamment sur la manche de Coupe du Monde à Coma Pedrosa en Andorre où il a pas pris le départ en restant figé sur la ligne de départ. Je pense qu'on a tous vu cette image passer. Et puis le podium se complète avec François Daen et Alexis Sevenek donc en 3e position. Chez les femmes, c'est Candice Bonnel et Lorna Bonnel qui gagnent. En 2, on a Marie-Paul Villard et Laurie Renaudton. Et en 3, Annelise Desjacques et Perrine Gindre. Il y a quelques trailers aussi et traileuses qui ont participé, notamment Germain Grangier et son coéquipier qui finissent 9e. Ludovic Pomeray et Arthur Joyeux-Bouillon, donc en équipe, qui finissent 13e. Martin Kern, 14. Sylvain Cachard, 34e. Et chez les femmes, Julie Roux, 4e et Perrine Abadi, 8e. Top. Un retour bien complet sur cette Belle Étoile où, comme tu l'as dit, on a vu plein de trailers réaliser de très beaux résultats. Et puis, on va enfin passer au dernier événement qu'on voulait vous parler. On va s'attarder un petit peu plus longuement sur ce résultat. C'est les demi-finales de cross qui ont eu lieu ce week-end dans toute la France. Et pour l'occasion, on a la chance de recevoir un invité exceptionnel qui va partager ce petit moment avec nous. Un ancien montagnard qui a décidé de se reconvertir à 100% en pistard-routard, à notre grand regret, fin 2022, après avoir participé au championnat du monde de course en montagne en Thaïlande, qui était d'ailleurs sa 2e sélection en équipe de France après une sélection aux Europes des Cross Espoirs en 2021. Quelques références notables du garçon: 3,45 au 1500, 8,00 au 3000 en salle, 8,19 au steeple, à seulement 4 secondes des minima pour les JO de Paris en 2024, un petit 28,55 sur 10 km, rien que ça. On espère que vous l'avez reconnu. Baptiste Fourmont, bienvenue dans le trail qu'on aime. Comment ça va ? Eh ben, ça va très bien. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Surtout qu'en plus, il y a quelques invités dont j'ai pas parlé depuis quelques temps. Donc, voilà, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Déjà, bravo pour ta victoire d'hier sur le cross-court des championnats Aura. Avant qu'on rentre dans le détail de notre échange, la Bible Nicolas Martin et son disciple Mathieu vont nous présenter une petite sélection des résultats des trailers et montagnards qui nous ont fait vibrer hier sur les crosses. Allez, on commence par celle qui gagne sa demi-finale, comme Baptiste, c'est Blandine Hirondelle en Bretagne, Normandie, sur le cross long. Dans cette même demi, on a Jonathan Paris qui fait 3e chez les Masters. Du côté de la Bourgogne-Franche-Comté, c'est Théodore Klein, le montagnard, qui fait 2e et premier français sur le cross-court. Sarah Veuille, 19e sur le cross-long, tandis que Benjamin Paulin, le routard qu'on aimerait revoir un petit peu plus sur les sentiers, termine lui 2e, à seulement 4 secondes de Alexis Mielet. Et on a noté aussi Dylan Ribeiro qui fait 9e, Romain Discher, le montagnard, 13e, et puis Jules Barriot, le petit jeune qui monte vite, 20e. Allez, on part en Occitanie avec un parcours qui était visiblement une boucherie encore plus dure que les championnats de France de Cap Découverte l'année dernière pour ceux qui étaient. À ce jeu-là, les trailers trouvent souvent un beau terrain d'expression et Maël Allaire qui confirme ses qualités de crossman avec une belle 3e place au scratch, 2e français devant de solides gaillards. Je vous laisserai voir ça sur le résultat. Et on note aussi Pierre Pagnou, 9e, Maël Alric, 17 et puis Pierre de Fontaine, 18. Dans le sud, c'est Jérôme Blanc, le master, qui fait 2e et premier français. Sur le cross-court, Alex Finn, solide 4e. Chez les seniors hommes, c'est le marathonien Nicolas Navarro qui gagne et son frangin Julien fait 7e. Et on a noté aussi Germain Grangier qui fait une belle 13e place. Et puis sur le long, Cathy Scheid, la reine de l'ultra, s'impose donc haut la main avec 25 secondes d'avance sur Nelly Clément. Florian Haute fait 3e et Marie Jolin 5e. Et enfin, la dernière demi qu'on a observée du côté d'Auvergne-Rhône-Alpes avec... commence par le long féminin, la 3e place pour Anne-Cécile Thévenot qui avait terminé 8e, il me semble, l'année dernière de la CCC.
Margot Dajou 5e, Jade Rodriguez 7e, Adeline Martin 13e et Marie Goncalves 16e. Du côté des masters, le tenant du titre, Manu Messa, s'impose devant Arnaud Bonin qui est dans sa première année Master 1. Sur le long masculin, le club de notre invité Baptiste, l'Armada de Dessine était de sortie avec un doublé pour Valentin Bresque et Batijar, et suivi par un excellent Clément Bruchon 4e, Thomas Cardin 8e, devancé par Anthony Pontier qui faisait son retour pour faire plaisir à Théo. Alex Melleux 14, Vincent Trouillet 17e et puis Boris Orlac qui avait remporté les quarts finales 19e. Et pour faire la transition avec notre invité, le cross-court a donc été dominé par Baptiste avec autorité devant un autre de ses concurrents habituels plutôt sur le 3000 mètres type, Nico Daru. Et donc je pose la question, faut-il faire du trail et de la course en montagne pour être bon en cross ? On va échanger avec Baptiste justement pour répondre un petit peu à ça. Baptiste, déjà bravo pour ta victoire. Et puis on a parlé un petit peu des derniers résultats en trail et en course en montagne. Est-ce que tu, malgré le fait que tu aies fait la transition, est-ce que tu continues à suivre un petit peu le milieu du trail ? Oui, de toute façon, je continue à suivre d'un œil. Déjà sur le trail givré, j'avais Mathieu qui avait dormi chez moi la veille de la course, donc ça j'avais suivi. Pareil au niveau du ski alpinisme avec Sylvain, etc. Voilà, j'ai toujours un petit œil par-ci par-là sur les copains que je suis sur les réseaux, sur les résultats. Et bon, il y a des résultats qui donnent envie d'y être aussi, mais bon, pour l'instant, je fais que le suivre de loin. Mais je continue de regarder, ouais. Alors, je le disais en introduction pour te présenter, tu as participé à ta dernière grosse compétition fin 2000 de trail, de course en montagne plutôt, fin 2022 lors des championnats du monde en Thaïlande. Première question, pourquoi et comment t'es venu l'idée de décider de te concentrer à 100% sur la piste et la route ? En gros, cette décision, je l'avais prise avant 2022, finalement, c'était en 2021. Le contexte, c'était qu'en 2020, si je dis pas de bêtises, c'était Sylvain qui avait évoqué l'idée de participer à la course de sélection chez les Espoirs. Mais comme c'était la période du Covid, il n'y avait pas eu de course de sélection, il n'y avait pas eu de championnat d'Europe. Et moi, c'était une idée, je pense, qui m'était restée en tête sur les mois qui s'étaient écoulés, mais je l'avais pas trop envisagé. C'était un stage où on était dans le Dévoluy. Je crois que d'ailleurs que Nico Martin était là. J'avais discuté de ça avec Simon Pacard et je m'étais dit, tiens, ça pourrait être marrant à la fin de la saison pas forcément d'essayer de me qualifier, mais déjà de participer à la course de sélection pour les Europes de cross. Et l'idée, c'était surtout de voir où est-ce que je pouvais être par rapport à des gars qui finalement avaient un entraînement tout autre, mais dont je savais que finalement le cross, c'était peut-être le terrain intermédiaire où je pouvais m'exprimer. Sachant que depuis que j'avais commencé le trail et la course en montagne, tous les hivers, j'avais pour habitude de courir en cross, donc je savais que j'avais un niveau qui était quand même correct. Mais j'étais loin d'imaginer que ça allait passer. Et donc après, j'ai fait une préparation montagne avec que des courses en montagne toute la saison. Donc il y avait eu, j'avais fait les championnats de France de course en montagne qui, si je dis pas des bêtises, étaient à Ancelles, où j'avais fini 3e en espoir et j'avais fini 6e au général. Après, il y avait eu la course de sélection pour les championnats du monde qui était censée être en Thaïlande en 2021, mais qui avait été déplacée en 2022 à cause du Covid, où j'avais fini 4e, donc j'étais premier non prix d'ailleurs. Et ça, c'était début octobre. Et ensuite, j'avais fait un petit mois et demi de préparation où j'étais retourné dans la vallée de Lubaï avec des copains et je m'étais entraîné pour le coup que à plat en vue de préparer la course de sélection qui était au niveau des championnats de France à Montauban qui avait été décalé de mi-mars à mi-novembre, justement encore une fois à cause du Covid. Et donc là, là pour le coup, j'ai fait une course où j'étais pourtant en fin de saison, donc je pensais que j'étais un petit peu fatigué par l'ensemble des mois qui s'étaient passés, mais ça s'était bien déroulé. J'avais fini 5e, ils en prenaient 6. Et donc là, ça a été vraiment un premier déclic où je me suis dit, pour moi, c'était vraiment un truc de fou parce que c'était pas forcément quelque chose, c'était quelque chose que je rêvais, mais pas que j'avais visualisé, dans le sens où je m'étais dit, je vais courir, voir où est-ce que je me situe par rapport aux autres, mais j'avais eu du mal à envisager le fait que ça puisse passer. Donc ça avait été un gros déclic vers le monde, on va dire, du plat. Et puis dans la foulée, j'avais couru un 10 km où je m'étais dit que voilà, d'essayer de me rapprocher des 30 minutes. Et j'avais couru 29-30, donc c'était vraiment un bon résultat. Et en gros, à partir de ça, je me suis dit pourquoi pas essayer d'aller voir un petit peu ce qui est possible à plat, sachant que j'avais aussi pour habitude je m'entraînais souvent avec Julien Rancon ou Sylvain Cachard, des gens comme ça qui faisaient beaucoup de courses, on va dire classiques de la course en montagne, donc des circuits en Italie ou en Espagne.
Et donc moi, je faisais beaucoup de ces courses-là avec eux. Et c'est vrai qu'en général, je me retrouvais face à des adversaires comme Francesco Pupi ou encore les frères des Mattéis, des choses-là. Et c'était rare que finalement, j'arrive à gagner des courses. Et moi, j'avais dans ma vision des choses, et je pense que c'est la vision de pas mal d'athlètes au final, enfin je sais pas trop, mais je trouvais ça des fois dommage que il y avait des performances qui étaient plus mises en valeur certains week-ends sur des courses où il n'y avait pas forcément beaucoup de concurrence. Moi, j'allais plutôt courir des courses où il y avait, pour le coup, des courses en montagne avec beaucoup de monde et en fait où le résultat, qui était un très bon résultat, passait des fois un peu à la trappe. Et moi, qui étais un peu finalement aussi nouveau dans le trail parce que ça faisait que 2-3 ans que j'en faisais, et ben j'avais beaucoup de mal à évaluer les performances, même parfois mes propres performances et celles des autres. Et je sais que c'était quelque chose qui me prenait la tête, c'est un bien grand mot, mais c'était quelque chose sur lequel je m'interrogeais et je ressentais un petit peu un manque de me dire, attends, c'est dommage qu'on n'ait pas quand même des étalons plus précis pour pouvoir évaluer les performances, parce que même sur un championnat de France, il n'y avait pas forcément tout le monde, voilà, il n'y avait pas de chrono, ces choses-là. Et je pense qu'à ce moment-là, ma vision des choses, elle était plus proche, enfin, ma vision de la performance, elle était plus proche du fonctionnement de la piste. Ce qui fait que quand j'ai commencé à faire mes premières compétitions sur piste en 2022, directement j'ai accroché au système et j'ai adoré la manière dont ça se déroulait. Et après, effectivement, en 2022, j'ai participé au championnat du monde en Thaïlande parce que en fait, j'étais un peu je trouvais ça dommage de pas avoir réussi à faire une sélection en montagne avant de pouvoir complètement passer à autre chose sur la piste. Et du coup, j'avais fait 2 mois de préparation où je m'étais dit, allez, je donne tout ce que je peux pour essayer de me qualifier pour faire une sélection en équipe de France que j'avais réussi à obtenir. Et donc là, on avait vécu un super moment en Thaïlande avec, notamment avec Nico. Et voilà. Donc c'était un super moment. Et après, je passais à la piste définitivement. Ouais, justement, à contrario de pas mal d'athlètes, notamment Sylvain Cachard, t'es pas passé par les sélections de jeunes en course en montagne. T'as eu une maturité un peu plus tardive que certains. Là, on voit que tu as eu une progression assez fulgurante sur la piste et sur la route à partir du moment où tu as décidé de t'y consacrer à 100%. Moi, je voulais juste revenir un petit peu rapidement sur ton 8-19 au steeple où finalement, tu n'es pas passé très très loin d'une qualif olympique. Est-ce que mentalement, ça a été facile d'encaisser cette progression et de se rapprocher des tout meilleurs mondiaux très rapidement? Ouais, en fait, ce qui a été facile, c'est que jusqu'à l'année dernière, finalement, à chaque course que je faisais ou chaque nouvelle saison, je me surprenais dans le sens où, là, ma première année sur Steep, j'avais fait 8,45. Donc l'année suivante, qui était l'année de 2023, je m'étais dit, allez, je vais essayer de faire un peu mieux. Donc cette année-là, j'avais fait 8,30. Mais du coup, j'ai abordé la saison 2024 en ayant fait 8,30. Et quand on a fait 8,30, on est encore très loin des minima olympiques. Donc en fait, c'était quelque chose les minima olympiques, les Jeux de Paris, c'était pas quelque chose auquel je pensais du tout. Enfin, c'était peut-être un rêve que j'avais dans un coin de ma tête, mais c'était pas un réel objectif en soi. Ce qui fait que j'ai abordé la saison en me disant, si déjà je fais les minima européens qui étaient fixés à 8,25, ça sera très bien. Et donc, j'ai pas eu de pression par rapport à ça. Et rapidement, le chrono, il est tombé. J'ai fait au bout de ma deuxième course, donc 8,23. Donc là, j'étais super content. Et puis, en fait, c'est que à partir de fin juillet où j'ai fait 8,23 où je me suis dit, je pense que j'avais encore une petite marge. Je me suis dit, ok, ça pourrait être intéressant d'aller se rapprocher des 8,15. Mais ça s'est fait progressivement. Et puis, en fait, il n'y a jamais eu un moment où j'étais vraiment en balance pour me qualifier au jeu parce que rapidement, il y en a eu 3 ou 4 qui avaient fait les modalités de sélection pour faire les Jeux Olympiques. Et moi, le 8-18, je l'ai fait après les championnats de France, qui était la deadline de qualification pour aller aux Jeux Olympiques. Donc, en fait, moi, je suis arrivé au championnat de France en n'étant pas qualifiable au jeu. Donc, j'ai fait ma course pour le plaisir. Voilà, c'était une course de fou. Il y avait 4 gars pour 3 places. Et en fait, j'ai continué un petit peu ma saison pour apprendre à faire des saisons qui durent. Je me suis dit que ça allait être un bon apprentissage pour la suite. Et c'est que à ce moment-là où j'ai eu l'opportunité de rentrer dans une grande course, la Diamond League de Paris, où là, en fait, j'ai juste eu à courir derrière le groupe et le groupe m'a amené sur 8-18. Mais donc, en fait, j'ai jamais été dans le timing pour être qualifié au jeu, mais parce que en plus de ça, j'en avais pas le niveau par rapport aux autres. Mais par contre, la finalité de la saison du 8-18, voilà, c'était quelque chose que j'avais pas envisagé et dont je suis super fier, quoi. Il aurait fallu que tu claques les minima pour te qualifier. Il aurait fallu que tu claques les minima et que tu fasses un top 3 en France, hein, c'est ça? Ouais, alors après, ouais, c'est ça. Par exemple, après, il y a une petite subtilité sur la piste, c'est qu'il y a un système de ranking. Je sais pas si vous êtes trop familier avec ça, mais en gros, pour le faire le plus court possible, c'est que chaque course, en gros, il y a un nombre de points qui est attribué en supplément du chrono.
C'est-à-dire que le chronomètre vaut un nombre de points. Il y a des points supplémentaires en fonction du classement du meeting à l'échelle internationale, de la place qu'on fait dans le meeting. Et voilà. Donc en fait, par exemple, Nicolas Maridaru, qui avait pas couru les minima olympiques, il a fait 8,16 alors que les minima étaient à 8,15. Et ben, en étant champion de France, il a eu 70 points bonus, ce qui représente en équivalent quand même bien 4 ou 5 secondes, donc c'est conséquent. Et avec ces 70 points bonus, donc c'est l'évaluation de 3 performances à ranking, il a pu rentrer dans le top 25 mondial. Et à ce moment-là, avec ce titre, il a pu aller aux Jeux Olympiques. Donc il y avait cette double modalité de qualification. Au final, ils étaient trois à faire les minima olympiques, mais Nicolas Maridaru, par son 8,16 et son ranking, était aussi qualifiable. Ils étaient 4. Nicolas qu'on connaît bien d'ailleurs, puisque qui a fait ses premières armes sur le trail et la course en montagne, avec notamment un podium sur la Saint-Élion. Mathieu, je crois que tu avais une question pour Baptiste. Ben ouais, il fait partie de ces rares athlètes qui sont, comme Nicolas, comme tu viens de le souligner, Nicolas Marie, qui sont passés du trail et de la course en montagne vers la piste. Et donc, c'est quand même un profil qui est très particulier. Est-ce que, Baptiste, tu penses que tu as emmené avec toi des qualités depuis les sentiers vers la piste qui te servent aujourd'hui? Ouais, bah ça c'est sûr. Bon, déjà quand j'ai commencé la course en montagne, quand j'ai commencé le trail, c'était finalement le premier sport que je faisais avec assiduité. Donc au final, j'ai découvert déjà l'entraînement. Je me suis fait les premiers stages en altitude et ces choses-là. Et il y a un truc qui est assez intéressant d'avoir commencé par la course en montagne, c'est que c'est un sport qui est beaucoup moins, qui est plus difficile à appréhender par l'entraînement. C'est-à-dire que la piste finalement, l'entraînement, il est un peu moins complexe dans le sens où il y a une piste avec tout le temps des étalons, que ça soit du chrono, une piste de 400 mètres. Donc, c'est facile de trouver des variables sur lesquelles se rattacher et avoir un bon entraînement. Alors qu'en montagne, c'est tout le temps de l'adaptation et il faut beaucoup plus s'écouter pour être performant. Donc, en commençant par la montagne, je pense que j'ai quand même appris à m'écouter à l'entraînement. Et ça, c'est des choses qui me servent beaucoup aujourd'hui par rapport aux gens qui ont l'habitude de respecter des chronos. Quand on leur dit de faire 20 fois 400 à une telle allure, ils font la telle allure. Alors que dans le ressenti, des fois, il faut adapter d'une ou deux secondes. Donc ça, c'est vraiment un truc qui m'a servi. Après, d'un point de vue musculaire, en faisant de la montagne, on faisait beaucoup de travail de pliométrie et ça se retrouve dans le passage des barrières sur steep parce que le steep finalement, c'est pas forcément ceux qui sont le plus rapides sur 3000 mètres plats qui vont être les plus rapides sur 3000 mètres steep. Par exemple, l'autre jour, je discutais, c'était avec Mehdi Bellage. Il m'avait donné une anecdote, c'est que lui, l'année où il a fait 8,12, et en fait, sur 3000 plats, il avait fait que 7,58. Donc, en fait, il a un delta qui est très faible entre le 3000 plats et le 3000 steep. Et ça, c'est des capacités musculaires qui sont essentielles et qui sont atypiques du profil de steepler. Et moi, ces qualités-là, je les ai travaillées en montagne et je les retrouve aujourd'hui sur la résistance musculaire de passage des obstacles, sachant que sur un 3000 steep, il y a quand même 35 obstacles. Donc, c'est quand même assez conséquent. Et après, l'autre point qui est pas directement lié au physique, mais c'est que en faisant de la course en montagne, j'avais pu rentrer au team Buff Oka. Et quand je suis passé sur la piste, en fait, Oka, ils ont continué de m'accompagner. Et avec mes références sur piste à l'époque, jamais j'aurais eu d'équipementier sportif à ce moment-là de ma carrière sportive entre guillemets. Donc ça, c'est quand même aussi un point qui est non négligeable et qui m'a beaucoup aidé sur ces dernières années. Donc je pense qu'il y a ces trois gros points-là, parmi tant d'autres, mais qui sont à souligner. Ouais. Nico, tu voulais rebondir? Moi, je pense aussi, il a un peu évoqué, mais je pense qu'aussi la manière de s'entraîner dans le trail, où on est quand même beaucoup plus sport croisé, plus de volume, je pense, souvent que des coureurs de piste. Je pense à aussi développer des qualités qui ont permis de construire une base qui aujourd'hui lui permet de s'exprimer à son meilleur niveau sur la piste, parce que c'est vrai que c'est beaucoup moins monotone. On a déjà fait des stages avec Baptiste où on faisait des durées de sortie à vélo qui sont, je pense, des choses que font pas beaucoup les coureurs qui ont un profil plus classique de la piste. Et notamment, je me rappelle d'un stage dans le sud où il avait pas de veste et où on faisait des sorties où il devait faire 10 degrés, il avait son pauvre coupe-vent. Ça l'a aussi endurci mentalement, je pense, d'avoir eu cette première partie de carrière, entre guillemets. C'était le stage à Sospel et après à côté de ça, c'est vrai que l'hiver, même avec Mathieu, on faisait beaucoup de sorties à ski. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est le gros point qui m'intéresse. Enfin, le gros point, c'est quelque chose qui me manque, je pense, dans la pratique de l'athlé. C'est que l'athlé sur piste, il y a beaucoup moins de sport croisé et finalement, il y a beaucoup moins de créativité dans l'entraînement. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on partait en stage, que ce soit à Sospel ou ailleurs, on faisait beaucoup de sorties vélo, de sorties à pied, on découvrait des sommets. Il y avait quand même une certaine liberté qui était, d'un point de vue psychologique, assez essentielle à la perf. Ça, c'est quelque chose qui se retrouve moins sur la piste.
Et je pense que pour le coup, il faut que je fasse attention dans les prochaines années pour ne pas me lasser, parce que voilà, c'est un point c'est le gros point qui me manque un petit peu, quoi. Donc voilà, c'était juste pour réagir là-dessus. Margot, une petite dernière question pour Baptiste? Ouais, bah déjà, ton histoire, elle est vraiment, vraiment chouette. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes objectifs dans le futur, peut-être Los Angeles, et puis, enfin, si c'est dans le viseur ou pas. Et puis, deuxième petite question, est-ce que tu penses que tu reviendrais à la montagne plus tard? Ah bah déjà, oui et oui. C'est que donc la première chose, là, enfin moi, je me suis inscrit dans un groupe d'entraînement qui depuis cette année, il est passé Pôle France. Et en fait, enfin, ma vision des choses, elle est vraiment en accord avec la vision de la structure. C'est que l'objectif, il est de participer. Enfin, l'objectif idéal, c'est de participer au grand championnat et d'y performer. Moi, l'objectif et la suite dans ma tête, c'est tout tracer pour essayer d'être à mon plus fort niveau en 2028. Donc pour me qualifier aux Jeux Olympiques, ça c'est vraiment. Enfin, c'est aussi pour ça que je suis passé sur la piste, c'est que quand j'avais 22 ans, j'étais quand même assez rêveur et moi les Jeux Olympiques c'était un truc qui me faisait rêver. Donc je me suis dit que en allant sur la piste, c'était une porte ouverte vers ce monde-là. Moi, l'objectif, ça reste de Los Angeles en 2028. Et puis après, tout le reste en découle un petit peu. Donc là, par exemple, cet hiver, là, je fais une saison de salle sur 3000 mètres. Le 3000 mètres et le 1500 mètres, c'est des disciplines, c'est des allures que j'avais jamais fait. Là, le 3000 mètres, aujourd'hui, ça se court en moins de 2,40. C'est des allures que je travaillais pas quand je faisais de la course en montagne. Donc là, j'essaye de travailler mes points faibles pour optimiser mon potentiel sur ce type. Cette année, ça passera par essayer de me qualifier aux championnats du monde qui sont en Asie et à long terme de me qualifier à Los Angeles, je l'espère. Et concernant le trail, vu que c'est quand même toujours quelque chose qui m'intéresse et vers quoi j'ai envie de tendre à long terme, je verrai en 2028 comment se sont passées les dernières années. Si je vois que j'ai encore une marge de progression pour aller chercher quelque chose de beau, pourquoi pas même un jour une médaille olympique, je continuerai. Mais si je vois que je commence à me lasser et que j'ai envie de retrouver un peu plus le côté naturel des choses, je reviendrai sur de la course en montagne. Et il y a toujours des courses comme je vais prendre l'exemple de la classique Sierzinal. Je pense que c'est quelque chose que j'aimerais préparer vraiment sur plusieurs années pour y être performant. Allez, Baptiste, tu restes avec nous, on va continuer à parler cross et préparation hivernale. On a le plaisir d'accueillir une auditrice, Mathilde Coulon, qui a d'ailleurs participé ce dimanche à la demi-finalizer, tout comme toi, avec son club d'Annecy. Tout d'abord, Mathilde, merci d'être avec nous. Et puis, comment vas-tu? Est-ce que tu peux nous dire rapidement quelle traileuse es-tu? Hello, merci de me recevoir aujourd'hui. Je suis hyper contente d'échanger avec vous sur le sujet des crosses. Donc moi, je suis une traileuse depuis 2 ans. J'ai un profil de piste avant cela. Et du coup, les crosses, c'est le retour aux sources pendant l'hiver. Donc là, j'ai participé aux demi-finales de championnat de France à Isère ce week-end. Et je m'arrêterai là parce que je vais revenir sur trail dans les semaines à venir. Toi, Mathilde, donc tu nous as dit les crosses, c'est pas la première fois que tu les fais. Est-ce qu'il y a une raison particulière à cela? Est-ce que c'est adorer seuiller pendant 30 minutes dans les labours, ou alors il y a d'autres raisons, notamment peut-être la travail de certaines qualités que tu utiliseras ensuite en trail? Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que je viens de l'athlétisme et du coup, ça me permet aussi de garder un lien avec tous les gens que j'ai rencontrés auparavant. En fait, je trouve que les crosses, c'est le seul moment dans l'année où on réunit différents milieux de la course à pied. Donc, on va retrouver des trailers, il y a aussi les triathlètes qui sont présents, il y a les fondeurs, il y a quelques athlètes de route aussi. Donc, c'est chouette de retrouver tout ce beau monde et toute génération confondue sur ces événements. La deuxième raison, c'est que j'ai un travail qui prend beaucoup de temps pendant l'hiver et du coup, le cross, c'est un bon moyen de faire du peu en quantité, mais du très qualitatif. Donc, de faire moins de séances par semaine, d'avoir des séances plutôt typées vitesse. Et du coup, d'axer le travail hivernal là-dessus, à contrario de certains qui vont peut-être avoir plus de temps et qui vont aller faire du volume en montagne à ski, que ça soit en skimo ou après en ski de fond. Donc moi, le cross, je m'y retrouve bien parce que ça me permet pendant l'hiver d'alléger ma charge d'entraînement pour me concentrer sur le travail, et je fais la bascule pendant le printemps où j'ai plus la possibilité de m'entraîner. Et puis c'est aussi le goût de cet effort-là, il est intéressant. Ça permet de mettre des dossards aussi tôt dans l'année qui sont pris plus comme des séances parce que, comme tu l'as dit, c'est 30 minutes de seuil où on flirte avec la limite, et du coup, c'est aussi intéressant de voir
l'état dans lequel on arrive en charge mentale, comment ça peut impacter notre performance physique sur place. Donc, je trouve que c'est un très bon exercice hivernal qui permet de savoir où on en est sans pour autant s'affoler sur le reste de la saison. Nico, notre expert coaching, est-ce que tu pourrais nous faire un petit brief rapide sur concrètement quelles qualités vont être développées en cross et puis quels sont leurs intérêts? D'abord, Mathilde, elle a bien répondu. Elle a donné quelque chose qui est intéressant, c'est de dire, voilà, j'ai moins de temps et je fais des séances plus courtes. Donc, globalement, on va dire des séances qui travaillent le haut des spectres d'intensité et dont notamment les différents termes qu'on peut utiliser, mais VMA, développement du VO2 max. Et donc, c'est quand même souvent à cette période-là que pas mal d'athlètes le travaillent en hiver parce que souvent, on fait des sorties moins longues et c'est l'occasion de se retrouver sur la piste. D'ailleurs, Mathilde est dans un gros club. Alors, je ne sais pas si elle fait des séances club, mais ils ont un sacré groupe. Et c'est vrai que du coup, là, le cross est quand même dans la continuité du travail de ces qualités-là. Et au-delà de ça, on en a parlé, on dit souvent on fait du seuil. Bon, c'est même plutôt au-dessus du seuil 2 quand on fait du cross. Mais c'est un effort qui est très qualitatif, qui se rapproche un petit peu de ce qu'on peut faire en vertical en ski. Donc du coup, c'est quand même vraiment bien pour développer, on va dire, ses qualités physiologiques en hiver. Après, le trail, ça reste de la course à pied. On va dire que la petite limite qu'on peut retrouver au cross, c'est que ça se pratique quasiment uniquement à plat, même s'il y a des parcours un petit peu vallonnés, et que du coup, sur des qualités de force, c'est pas forcément toujours la meilleure discipline, mais je pense que par contre, ça développe aussi ce côté bagarre, parce que c'est vrai qu'on se bataille quand même un peu comme en trail, beaucoup contre les autres en cross, et pas contre un chrono comme l'a évoqué avant Baptiste. Et c'est vrai que c'est quand même sympa pendant une trentaine de minutes de faire du cross. Et puis Mathilde l'a évoqué, mais je pense que le côté social aussi du cross, qui est une discipline qui est restée très simple. On voit des athlètes de niveau internationaux qui se changent sous les tentes du club. Moi, j'aime aussi beaucoup l'esprit des crosses pour ça. Tu voulais réagir, Mathilde? Ouais, on a aussi l'aspect groupe, je ne l'ai pas mentionné, mais dans l'année, en trail, on court rarement pour un collectif, sauf pour ceux qui sont en équipe de France, ou les championnats de France où il y a un classement par équipe, mais ça reste la performance individuelle qui prime. Et sur les crosses, il y a vraiment cette ambiance club et on se fédère autour de ça. Et c'est l'une des rares fois dans l'année où on va aussi se battre pour un groupe. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant quand on arrive sur un moment de course où on est deux du même club face à d'autres filles. Il y a cette entraide et donc ça rajoute aussi quelque chose aux courses et c'est pour ça aussi qu'on aime y aller pendant l'hiver. Théo, tu voulais poser une petite question à Mathilde? Ouais, je voulais savoir quels étaient ses objectifs de trail cet été et du coup combien de temps elle prévoyait ou combien de semaines elle prévoyait pour la transition entre les crosses et le premier dossard avec un gros objectif. Là, cette année, on va travailler plutôt la vitesse. Du coup, j'ai un début de saison qui va être un peu particulier. Je vais courir le semi-marathon de Lille pour faire une première référence sur route. Donc ça, c'est mi-mars. Et je vais enchaîner avec l'Eco-Trail de Paris, donc qui est un trail très plat, avec sur 35 km uniquement 800 de dénivelé. Et du coup, l'intérêt des crosses aussi, c'était de travailler cette vitesse-là pour me préparer au semi et ensuite enchaîner le week-end qui suit avec le 35 de l'Eco-Trail. Donc ça va être un premier bloc vitesse. Et ensuite, je vais faire le Trail Napoléon en Corse, qui s'inscrit dans les Golden Trail National Series. Ensuite, il va falloir que je trouve une course pour fin mai. Et ensuite, la grosse échéance, ça sera les championnats de France de trail court. Donc à Val d'Isère mi-juillet. Et je finirai en août avec Sierzinal. Au programme. Les championnats de France de trail court où tu retrouveras notre Margot. Moi, je suis sur le long. Ah oui, c'est vrai, t'es sur le long. Ah oui, c'est vrai. Bon, vous pourrez vous encourager puisque le trail long c'est samedi et le trail court c'est dimanche, il me semble. Toi, Baptiste, la prochaine échéance, les championnats de France de cross? Juste avant, là, ce week-end, je cours le 3000 mètres au meeting indoor de Lyon, où je vais essayer d'aller plus vite que ce que j'ai fait la dernière fois aux régionaux, là. Donc, on verra ce que ça donne. Et puis après, effectivement, il y aura les championnats de France c'est les France de cross. Et après, je courrai juste un peu pour le plaisir ou pour pacer 2-3 athlètes sur le semi-marathon de Paris avec Oka. Et puis après, il y aura une petite période de coupure.
Tu fais cross court au championnat de France? Non, je vais inverser avec quelqu'un de l'équipe du cross long qui a couru aux régionaux là. Et l'idée du cross long, c'est qu'avec mon club là, ça fait 2 années qu'on passe un peu à côté de la médaille par équipe. L'année dernière, on a fini quatrième. Bon, il se trouve qu'officiellement maintenant on est troisième parce que Mehdi Frère et son équipe ont été déclassés suite à la série de non-shows là. Mais en fait, bon, on le considère pas comme un vrai podium. Donc là, l'objectif cette année, c'est avant tout d'aller chercher un podium, voire peut-être même qu'on peut envisager une victoire par équipe avec Valentin Presque, Patricia et des gars comme Titouan ou Guerlain du Suivier. Mais et pour ça, ça passera par une bonne place en individuel, mais il va y avoir des beaux concurrents. Il y a des championnats de France qui auront lieu début mars à Châlons en Vendée. Ça y est, on en a terminé avec notre gros sujet cross. On va pouvoir respirer un petit peu et se laisser bercer par la douce voix de notre kiné Théo qui va nous parler aujourd'hui de pliométrie. Théo, c'est à toi. Ouais, alors dans un premier temps, on va prendre le temps de redéfinir ce que c'est la pliométrie parce que souvent elle est mal comprise. Des fois, on va confondre les sauts et la pliométrie. Alors, je me suis replongé dans les bouquins et je vais vous citer l'encyclopédie de la préparation physique que je vous recommande par ailleurs, même s'il est un peu gros et un peu cher. L'exercice pliométrique, ça fait référence aux activités qui permettent à un muscle d'atteindre une force maximale dans des délais très courts. De façon pratique, la pliométrie, elle se définit par un mouvement rapide et puissant, utilisant un pré-étirement ou un contre-mouvement qui implique un cycle étirement-raccourcissement. Le mouvement pliométrie, il est composé de 3 parties. La première, c'est la phase excentrique. Donc, c'est une contraction, mais avec un étirement du muscle. Une deuxième phase d'amortissement, ou plutôt de transition entre la phase excentrique et concentrique. Et la troisième phase, c'est la phase concentrique, où il va y avoir plutôt un raccourcissement des fibres musculaires. La grosse difficulté de la pliométrie, c'est l'évaluation, parce que c'est pas facile de le faire à l'œil nu, voire impossible. Donc, c'est parce qu'en fait, ça, c'est des mouvements très courts. Par exemple, sur un drop jump, le temps de contact au sol, il est d'environ 300 millisecondes. Donc, c'est impossible de le voir à l'œil nu. Il faut des outils numériques. Donc, on peut le faire avec un téléphone et une application qui est assez abordable d'un point de vue financier, c'est MyJump. Il faut juste avoir un smartphone assez récent. Ou alors, de manière un petit peu plus chère, on a des plateformes de force avec des marques comme Kinvent ou Vald. Mais voilà, là, c'est plus aux alentours de 5-6 000 euros l'achat du matériel. Et surtout, ce qu'on va pouvoir regarder, ça va être soit des RFD, soit des RSI. Et en fait, ça s'appelle le Reactive Strength Index. Et en fait, c'est soit le ratio entre le temps de vol et le temps de contact, ou alors le ratio entre la hauteur de saut et le temps de contact. Et on va pouvoir aussi regarder d'autres paramètres comme par exemple, comparer la droite et la gauche, le temps de contact, la hauteur de saut, etc. C'est un outil qui peut être intéressant pour aller chercher la performance, mais aussi pour valider une réathlétisation. Et par exemple, en cas de reprise après certaines pathologies, c'est intéressant. Après des entorses de cheville, des tendinopathies d'Achille ou rotuliennes, ce sont des choses qui sont vraiment pertinentes d'aller investiguer. Et puis aussi, c'est bien de s'évaluer pour savoir si on a un axe de progression. Quelqu'un qui a un RSI très développé, ça va être difficile de le faire gagner encore, et donc là, il faudra juste entretenir, alors que quelqu'un qui a un RSI assez faible, eh ben, on peut plus facilement aller chercher à améliorer cet athlète, et du coup, ça aura un impact sur la performance. Voilà, en tout cas, c'est bien beau de parler de théorie. Le but, c'est de l'intégrer progressivement à l'entraînement. En tout cas, ce qu'il faut mémoriser, c'est que le but, c'est d'être très réactif. Donc, on vise vraiment la qualité. Et le but, c'est d'avoir un temps de contact au sol le plus court possible. D'un point de vue progression, on peut passer d'exercices bipodaux à unipodaux. On a aussi un intérêt à varier les exos et à varier les hauteurs de saut. Donc, par exemple, sur les drop jump, on peut partir d'une hauteur de 15 cm et potentiellement monter jusqu'à des hauteurs de 40 à 50 cm. Et puis, surtout, ce qu'il faut faire, c'est surveiller la quantité des sauts. Donc là, il y a un petit truc à retenir, c'est que par exemple, pour les débutants, les sessions de pliométrie, elles peuvent durer cumuler un total de 50 à 80 sauts par session. Un athlète intermédiaire aux alentours des 100, entre 80 et 120. Et un athlète expérimenté, il peut dépasser les 120 jusqu'au peut-être 100, 150 sauts, ce qui est déjà assez gourmand. Voilà. Du coup, il faut retenir que c'est un outil très intéressant, simple et qui ne nécessite pas ou peu de matériel. Par contre, c'est la quantité qui fait le bénéfice ou le poison. Donc,
faites de la pliométrie dans vos entraînements, mais allez-y très progressivement. Et est-ce que vous souhaitez rebondir là-dessus? Est-ce que vous avez des questions ou un petit tips technique à nous partager? Moi, j'ai un petit recul à prendre sur ce sujet-là, c'est qu'en fait, en ce moment, je fais déjà un bon volume d'entraînement et je me heurte un petit peu à un problème qui serait le suivant. Faire ces exos, ça permet en théorie de se renforcer, puis peut-être même d'éviter la blessure. Mais en fait, comme je m'entraîne déjà beaucoup, sur le moment, ça fait quand même un gros stress supplémentaire. Et en fait, je me demande si ça peut pas nuire aussi à les capacités de récupération au contraire. Donc c'est là qu'il faut vraiment savoir aussi bien les placer. Donc en fait, soyons clairs, je pense que ces exos, dans les phases de réhab ou en début de prépa, ils sont très utiles puisque ça permet d'avancer et de faire un retour vers un corps fonctionnel et puis de reprendre aussi des qualités de rebond, etc. Mais quand on est déjà sur une phase avec des hauts volumes, eh ben, je préfère quand même m'entraîner dehors. Et en ce moment, pour être honnête, parfois c'est un peu dur de se motiver à faire tous les protocoles que Théo me prescrit parce que je m'entraîne déjà beaucoup, il y a déjà pas mal de fatigue musculaire et puis du coup, j'ai un petit peu peur parfois que ce soit risqué d'ajouter en plus des exos. Donc voilà, c'est important d'être bien accompagné pour bien juger la charge à mettre parce qu'il y a quand même des gros risques de traumatos parce qu'il y a quand même des gros risques aussi un petit peu de mettre un stress trop important quand on s'entraîne beaucoup. Donc il faut aussi savoir s'écouter, je pense. Moi, je rebondis juste là-dessus. Il y a aussi un truc, c'est que ce qu'a présenté Théo, c'est quand même de la plio très intensive et je pense que c'est pas forcément très facile d'intégrer ça dans une période où on s'entraîne beaucoup parce que pour faire ces exos-là, il faut aussi avoir un certain niveau de fraîcheur, entre guillemets, neuromusculaire. Donc c'est vrai que c'est peut-être plus quelque chose qui soit se prévoit vraiment dans une journée ou dans une partie de semaine où on a bien récupéré. Mais c'est vrai que sinon, moi, je verrais plus de la plio extensive avec peut-être moins cet engagement max pour aller plus chercher un côté musculaire. Il travaille, mais c'est vrai que c'est pas toujours simple à intégrer dans une planification de trail, surtout dans la période spécifique. Merci beaucoup pour vos retours, messieurs. J'avais juste une petite question pour Baptiste qui me vient. Je voulais savoir si du coup tu continuais quand même à faire un peu de dénivelé, à te faire un peu de trail plaisir durant la saison ou tu étais vraiment focus uniquement sur le plat. J'en fais très peu. Là, j'en ai fait sur la période de reprise. Là, nous, j'ai coupé, c'était quand? J'ai coupé fin juillet, j'ai pris 3 semaines de repos. J'ai fait 2-3 semaines entre fin août et début septembre où j'ai dû faire en cumulé peut-être par semaine 3-4 000 mètres, mais avec VTT et course à pied compris. Et, euh, et sinon, quand on est en stage à Font-Romeu, de temps en temps, là, dans mon groupe d'entraînement, il y a quelqu'un que vous devez connaître qui s'appelle Anatole Bertou, qui fait toujours un peu le mix entre montagne et piste. Donc, des fois, tous les deux, voilà, sur un stage de 3 semaines, on se prend 2-3 journées où le footing, à la place de le faire à plat, on va le faire avec un peu de dénivelé. Mais ouais, j'entretiens pas beaucoup la fibre musculaire en montagne et en descente, on va dire. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup Baptiste d'avoir été avec nous. On aurait encore plein de questions à te poser, mais l'épisode il durerait bien trop longtemps. Donc du coup, on va passer à notre dernière rubrique, nos recos de la quinzaine. Comme à chaque fin d'épisode, on vous propose nos petites recos pour passer le temps en attendant le prochain épisode et en sortant parfois des frontières du trail. C'est le cas notamment, je crois, avec ta reco, Théo. Bah, ça n'a rien à voir avec le trail, mais vendredi, la tristesse fut grande d'apprendre le départ d'un de mes artistes musicaux favoris. C'est Martin Mussard, alias Naman. Il est décédé le 7 février après avoir longtemps lutté contre une tumeur cérébrale et du coup, il est parti à l'âge de 34 ans. Ces musiques, elles inspirent l'émerveillement et la bonne humeur et apparemment, il aurait laissé quelques enregistrements exclusifs avant de partir et ça devrait sortir prochainement. Donc, j'ai hâte de les écouter et je vous conseille vivement de vous replonger dans sa discographie parce que c'est vraiment un artiste exceptionnel. Nico, ta reco? On revient plus dans le milieu de la montagne avec un livre qui date un petit peu, il doit avoir une dizaine d'années maintenant, que j'ai relu récemment, mais c'est un livre qui traite d'un alpiniste, Pierre Béguin, L'homme de tête. C'est toujours des livres, moi c'est un peu l'émerveillement, ce côté l'alpinisme, le niveau d'engagement en alpinisme qui me fascine. Et j'aime souvent aussi beaucoup voir voilà, tout le parcours de ces alpinistes de haut niveau pour en arriver là. Souvent, on voit qu'ils ont commencé très tôt avec un degré d'engagement déjà très élevé dès leur plus jeune âge. Et c'est vrai que Pierre Béguin, c'est pas forcément un nom qui parle beaucoup aux gens, je pense, dans l'alpinisme. Il a fait beaucoup de choses, notamment en Himalaya. Et c'est quelqu'un moi, j'ai bien aimé parce que c'est quelqu'un qui a amené un petit peu ce côté entraînement dans l'alpinisme et on se prépare. C'était pas forcément quelqu'un qui était une force de la nature
pouvaient l'être un peu les alpinistes des générations précédentes. Et puis bon, ça me parle un petit peu parce qu'il a vécu pas mal autour de Grenoble et il faisait régulièrement la feu montée des 3 communes qu'il faisait quasiment tous les matins en footing, donc depuis La Tronche jusqu'au Sapé. Donc voilà, un livre que je vous conseille qui est très sympa. Margot, toi, ta reco, elle est en lien avec une actu récente, le Vendée Globe, où on a pu voir la jeune Violette d'Orange arriver récemment de son tour du monde. Tu vas nous conseiller un petit film. Ouais, moi j'avais envie de vous parler de Flow. C'est un film qui est accessible sur Netflix. Donc c'est un film sur la vie de Florence Artaud. Pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas encore, c'est une navigatrice vraiment pionnière dans le monde de la voile et de la mer. Donc ça retrace donc son histoire, ses batailles pour accéder à la route du Rhum. Je vais pas en dire trop pour pas spoiler ceux qui connaissent pas encore son histoire. Et donc ça parle forcément de toutes ces galères, notamment en tant que femme dans un milieu ultra sexiste. Où persistait encore énormément, et je pense encore aujourd'hui, l'idée de l'homme marin. Donc c'est un film, c'est pas d'un génie fou, mais ça a vraiment le mérite d'être efficace, et ça raconte bien son histoire et la force dont elle a dû faire preuve pour faire partie de ce monde. Donc c'est forcément plein de clichés qui prennent beaucoup de place dans le film. Faut s'accrocher, c'est parfois un peu dérangeant, mais bon, ça fait partie de son histoire. Et puis ce qui est cool, c'est que c'est sur Netflix, donc c'est accessible à la plupart d'entre nous. Ça se regarde vraiment bien, on s'ennuie pas, et puis c'est quand même une très très grande figure du paysage sportif français. Donc c'est cool de pouvoir en apprendre un peu plus sur elle. Et puis comme tu dis, ça fait écho avec l'actualité du moment et avec Violette qui vient d'arriver et qui est aujourd'hui à 23 ans la plus jeune navigatrice hommes et femmes confondus à terminer le Vendée Globe. Et pour nos auditeurs et nos auditrices, Margot mettra donc ses codes Netflix en description. Mathieu, une petite reco? Et oui, c'est une reco que m'avait fait Margot et que je vais vous transmettre ici parce que j'ai trouvé que c'était vraiment très bon. C'est un podcast qui s'appelle Les Baladeurs, qui est fait par le média Les Others. Et en fait, il plonge l'auditeur dans des récits immersifs d'aventure, d'exploration. Et chaque épisode raconte une histoire vraie, souvent intense, vécue par des aventuriers, des explorateurs ou des sportifs. Et c'est une mise en scène sonore qui est vraiment très très bien faite. C'est captivant, ça renforce l'immersion. Donc si vous faites une sortie longue et vous avez besoin encore plus de voyager, c'est vraiment très sympa à écouter. Il y a même des récits de trail, d'exploration, d'efforts en pleine nature. Donc je pense que ceux qui aiment l'aventure et le voyage, ça devrait vous plaire. Et il y a notamment un super épisode sur, je sais plus son nom, mais celui qui a fini la Barclay, le Belge. Karel Sabeux. Un épisode hyper intéressant où il rentre dans les détails avec, comme tu dis, une immersion sonore absolument folle. Voilà. Mathilde, Baptiste, on vous a pas prévenu, mais est-ce que vous auriez un petit quelque chose à nous partager et à partager à nos auditeurs et auditrices, peut-être? Ouais, dans l'actualité, j'ai vu un truc hier. Je sais pas si vous avez vu, surtout Nico Martin, qu'il y avait un rappeur qui avait fait 24 heures sur un tapis. Je voulais savoir si c'était quelque chose qui pourrait tenter Nico, ça. Ouais, peut-être un jour. Mais ouais, c'est un rappeur Riles qui est quand même assez connu, qui a fait 24 heures sur un tapis. Je crois qu'il a dû courir un peu plus de 200 km. Donc bon voilà, c'est toujours une anecdote qui est un peu marrante. Et a priori, dans sa préparation, il a consulté pas mal de trailers. Donc voilà, ce qui est drôle, c'est que ça fait un lien entre le trail et le monde du rap qui sont quand même assez opposés. On en a déjà parlé justement dans le podcast et c'est cool de le souligner. Et effectivement, on n'en a pas parlé dans nos actus, mais il a réalisé cet exploit assez faramineux. Mathilde, une petite reco? Moi, j'aurais une reco musique qui est le groupe qui me suit sur tous mes entraînements en ce moment. C'est le groupe Princesse. C'est un groupe, c'est même un duo parisien de rappeurs un peu bobo, mais c'est assez rythmé. Et du coup, c'est cool pour s'entraîner. Trop chouette. Et puis moi, pas de reco podcast cette fois-ci, mais une émission diffusée sur la chaîne suisse RTS que j'adore et qui s'appelle Passe-moi les jumelles et qui dresse le portrait de personnes atypiques qui ont fait le choix d'une vie sobre en harmonie avec la nature. En témoigne par exemple le titre de la dernière émission que j'ai regardée qui s'intitule « Marlène a repris l'épicerie de Montaigne de la Sage et assouvi sa passion pour l'écriture ». Des émissions très douces et inspirantes que je vous conseille fortement et qui sont à retrouver en accès libre sur la chaîne YouTube de la chaîne suisse RTS. On a fait le tour les amis? Eh oui. Bah oui. Eh ben super, merci beaucoup à Baptiste et Mathilde d'être venus nous accompagner dans ce super podcast. Merci à vous les amis et puis n'hésitez pas à nous faire des
des retours sur Instagram. On vous y répondra avec plaisir et on vous dit rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt. Salut tout le monde. Allez, à plus. Merci. Ciao, ciao.